l'événement de Lyon. Messieurs, dames, l'Europe entière est sous le choc. Le roi d'Espagne a convoqué une conférence de presse d'urgence qui a sidéré le monde. La France est le maître que nous devons suivre. Nous étions trop arrogants. Que s'est-il passé pour que la royauté la plus en vue d'Europe prononce de tels mots, si déroutants? Le début de l'histoire remonte à il y a 4 jours, lors d'un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. L'avion privé de la famille royale espagnole, en raison d'une défaillance technique, a été contraint de se poser sur le sol français. Selon les rumeurs, la première réaction des membres de la famille royale fut la suivante. Ce pays d'Europe, connu pour ses grèves et sa bureaucratie, pourra-t-il nous accueillir correctement? Pourtant, 72 heures plus tard, leur opinion avait changé à 180 degrés. BBC, Reuters, AFP et d'autres médias du monde entier se sont rués sur l'aéroport et les chefs d'État européens ont tenu des réunions d'urgence. Que s'est-il donc passé pendant ces 3 jours? Je suis le chef de la sécurité royale espagnole, le commandant Carlos Martinez. J'ai servi Sa Majesté le Roi pendant 25 ans, et c'est la première fois de ma vie que je ressens un tel choc. Maintenant, je vous invite à écouter vous-même cette histoire incroyable. Avant de commencer, veuillez aimer et vous abonner. Cela me donnerait la force de vous présenter davantage d'histoires sur la France. Bonjour à tous, je suis le commandant Carlos Martinez, chef de la sécurité royale espagnole. Au cours de mes 25 années de service auprès de Sa Majesté le Roi, j'ai voyagé dans toute l'Europe, au Moyen-Orient et même en Amérique. J'ai fait l'expérience de protocoles d'accueil de divers pays et j'ai vu les meilleurs aéroports et hôtels du monde. Mais ce que j'ai vu ce jour-là à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur a complètement bouleversé mes 25 ans de carrière. L'incident a commencé avec le jet royal, en route de Madrid vers Manille aux Philippines. C'était une visite officielle comprenant Sa Majesté le Roi, Sa Majesté la Reine et 6 conseillers royaux. Tout le programme, y compris le dîner d'État avec le président philippin, avait été méticuleusement préparé. Alors que nous traversions l'espace aérien au-dessus de la Méditerranée, près de la Côte d'Azur, l'appareil a soudainement commencé à trembler violemment. Le pilote a signalé une urgence, un grave problème avec le système hydraulique. Nous devions atterrir immédiatement à l'aéroport le plus proche. L'aéroport le plus proche était Nice, à environ 40 minutes de vol. Continuer vers Manille aurait pris plus d'1 heure, et faire demi-tour vers Barcelone était encore plus loin. Compte tenu de l'état de l'appareil, Nice était la seule option. Lorsque j'ai fait mon rapport à Sa Majesté le Roi, son visage était sombre. Un conseiller royal a même exprimé son mécontentement de manière flagrante. C'était leur impression de la France, un pays peut être riche en histoire, mais réputé pour sa bureaucratie rigide et ses mouvements sociaux, loin d'être un lieu digne d'une visite royale impromptue. Mais nous n'avions pas le choix. La sécurité avant tout. Des événements stupéfiants ont commencé avant même l'atterrissage. La voix provenant de la tour de contrôle de Nice était en parfait espagnol. En Europe, la communication de base se fait en anglais, mais entendre l'espagnol dans un aéroport français et avec l'accent standard de Castille fut un choc. La procédure d'atterrissage d'urgence fut incroyablement rapide. La piste fut immédiatement dégagée. Les camions de pompiers et les ambulances étaient déjà en attente. L'atterrissage fut d'une douceur telle qu'il était difficile de croire qu'il s'agissait d'une urgence due à un problème hydraulique. Dès que la porte s'est ouverte et que nous nous sommes dirigés vers la passerelle climatisée, je n'en ai pas cru mes yeux. À l'entrée de la passerelle, plus de 15 employés en costume impeccable étaient alignés, s'inclinant respectueusement et nous saluant en espagnol fluide. L'homme debout au premier rang, un Français, s'est présenté dans un espagnol parfait. Il était le chef de l'équipe spéciale de protocole de l'aéroport de Nice et avait été diplomate à Madrid pendant 7 ans. Son accent était identique à celui d'un Madrilène, et même son usage des formules de politesse pour les occasions formelles était impeccable. Un service protocolaire spécial avait été préparé pour Sa Majesté le Roi. Un fauteuil roulant de luxe, orné des armoiries de la couronne d'Espagne, était là. C'était un atterrissage d'urgence sans préavis. Comment avait-il pu faire de tels préparatifs à l'avance? C'était au-delà de toute compréhension. Le plus surprenant restait à venir. Chaque membre de la famille royale a reçu un accueil emblématique, une boîte de macarons de la maison Ladurée et une bouteille de champagne millésimée. Il était incroyable qu'ils aient pu préparer des cadeaux de bienvenue aussi représentatifs en si peu de temps. Les surprises ont continué pendant notre déplacement par le couloir VIP. Sur les murs du couloir étaient accrochées des reproductions de haute qualité d'œuvres d'art espagnoles, des peintures de Velázquez, Goya et Picasso. Je ne sais pas si elles étaient exposées en permanence ou si quelqu'un les avait spécialement changées pour nous. Le contrôle des passeports fut encore plus rapide. Il a été effectué dans une zone VIP séparée.
Le douanier nous a guidés poliment en espagnol. La vérification des passeports a pris moins de 2 minutes, plus rapide qu'à l'aéroport de Madrid-Barajas. C'est alors que nous avons reçu une proposition inattendue. L'équipe médicale en attente a suggéré un bilan de santé. Ils ont dit que nous aurions pu être choqués par l'atterrissage d'urgence et voulaient s'assurer qu'il n'y avait aucun malaise. C'était une attention que nous n'avions jamais vue nulle part en Europe. Les bagages avaient déjà été triés. Chaque valise était munie d'une étiquette avec le nom du propriétaire inscrit en espagnol et en anglais, et le blason de la couronne d'Espagne y était imprimé. Qui avait fait ces préparatifs, et quand, je l'ignore. Le chef du protocole a même recommandé un hôtel. Il a dit que Lyon, la ville la plus proche, où ils avaient pu tout préparer, comptait plusieurs hôtels dotés de suites spécialement conçues pour la royauté européenne, avec du personnel parlant espagnol en permanence, et des cuisines dédiées à la gastronomie espagnole. Il a expliqué que les autres royaux européens les utilisaient fréquemment. En quittant l'aéroport, nous avons eu un autre choc. 5 berlines Maybach, du même standing que celles utilisées par le Palais Royal de Madrid, étaient alignées. Les chauffeurs de chaque voiture portaient des costumes et des gants blancs. À l'intérieur, ils avaient préparé des journaux espagnols. El País, Marca, Journal, Sportif, Du Jour, et des jus de fruits frais glacés. Rien de tout cela n'avait été demandé à l'avance. Le chef du protocole a expliqué qu'ils avaient reçu un contact d'urgence de l'ambassade d'Espagne et que la France, dans son sens de l'hospitalité, mettait toujours un point d'honneur à bien recevoir. Il était stupéfiant que tout cela ait été préparé en seulement 40 minutes après l'annonce de l'atterrissage d'urgence. Alors que les véhicules quittaient l'aéroport et entraient sur l'autoroute, Sa Majesté le Roi a parlé pour la première fois. La vue par la fenêtre était complètement différente de ce qu'il attendait. Des gratte-ciel sans fin, une autoroute à 6 voies parfaitement entretenue, un flot incessant de véhicules de luxe. L'infrastructure urbaine qui se déroulait devant nos yeux n'avait rien à envier à Madrid ou Barcelone. Elle pouvait même les surpasser. Des immeubles d'appartements de plus de 30 étages s'étendaient le long de l'autoroute, non pas 1 ou 2, mais des dizaines, sans fin. À Madrid, de tels gratte-ciel ne se voient qu'au centre-ville, mais ici, c'était le quartier résidentiel ordinaire. En traversant le Rhône, tout le monde est resté sans voix. La vue nocturne de Lyon au crépuscule était spectaculaire. Les lumières des deux rives s'étendaient à l'infini. Les ponts enjambant le fleuve étaient illuminés de lumières multicolores. 5 ou 6 ponts au moins étaient visibles. Un conseiller royal a marmonné pour lui-même. Comment une nation sans ressources naturelles peut-elle construire une ville comme celle-ci? J'avais la même question. L'Espagne est une puissance européenne de premier plan, avec un passé qui a commandé le monde. Pourtant, cette nation européenne, que nous avions sous-estimée, était ainsi. L'impact fut encore plus grand en entrant dans le quartier de la Part-Dieu. Le paysage des gratte-ciel, centré autour du crayon Latour, Part-Dieu, rappelait Manhattan. Bien qu'il soit plus de 21 heures, les rues étaient éclairées comme en plein jour. Les magasins étaient illuminés, et les rues grouillaient de monde. Le plus surprenant étaient les gens dans la rue. Des femmes marchaient seules, librement, sans aucune expression d'inquiétude. À Madrid, marcher seul la nuit est une chose à laquelle il faut faire attention. Mais ici, c'était tout à fait normal. À chaque coin de rue se trouvait un Carrefour City ou Monoprix ouvert 24 heures sur 24. Le chef du protocole a expliqué que la France comptait plus de 13 000 points de vente ouverts, tard, ou 24,7, où l'on pouvait acheter ce dont on avait besoin, même à 3 heures du matin, payer diverses factures et envoyer des colis. Cela signifiait qu'un petit magasin faisait office de banque et de bureau de poste. L'arrivée à l'hôtel fut une nouvelle surprise. La magnificence du hall n'avait rien à envier au Ritz de Madrid. De plus, une douzaine d'employés parlaient couramment l'espagnol. Certains venaient d'Amérique latine, d'autres d'Espagne. Le directeur général de l'hôtel nous a accueillis dans un espagnol parfait. Il a dit qu'il était barcelonais, mais travaillait en France depuis 12 ans. Tout le monde a été choqué d'apprendre que la population hispanophone résidant en France dépassait les plusieurs dizaines de milliers. Il existait un niveau d'échange dont nous n'avions absolument pas conscience. En nous conduisant à la suite royale, nous avons entendu des faits surprenants. La France était un acteur économique mondial majeur. Ses entreprises dans les domaines de l'énergie, de l'aéronautique et des produits de luxe occupaient une position dominante. L'ingénierie française avait construit des infrastructures majeures dans de nombreux pays. En entrant dans la chambre, tout le monde a poussé un cri d'admiration. La vue nocturne de Lyon depuis le 60e étage était une merveille. La mer de lumière s'étendait à l'infini par la fenêtre, et les phares des véhicules en mouvement formaient des lignes ressemblant à des rivières. C'était une échelle écrasante, différente des vues nocturnes de Paris ou de Londres.
Sa Majesté le roi est resté longtemps à regarder par la fenêtre, puis a dit doucement « Nous ne connaissons pas assez la France. Cet endroit est vraiment formidable. » Lorsque le service de chambre est arrivé pour le dîner, la surprise finale nous attendait. C'était une cuisine espagnole parfaite. De la pata negra au paella valenciana, en passant par le gazpacho. Le goût était comparable à celui d'un restaurant étoilé de Barcelone. Le chef est sorti pour expliquer. Il a dit qu'il était sévillan et travaillait en France depuis 15 ans. Il a expliqué que la cuisine française est l'art de la technique et de la matière première fraîche. Rien que le bouillon pour une simple soupe à l'oignon nécessitait des dizaines d'ingrédients et de techniques. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Les quelques heures que j'avais passées à observer tout cela ne cessaient de me revenir à l'esprit. L'efficacité parfaite de l'aéroport, le personnel parlant espagnol, l'infrastructure urbaine époustouflante et, surtout, l'attention méticuleuse portée à l'invité. En 25 ans, j'avais voyagé dans le monde entier et reçu d'innombrables accueils, mais c'était la première fois que je vivais une telle expérience. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, alors que nous prenions le petit déjeuner dans le restaurant de l'hôtel, nous pouvions voir des employés de bureau par la fenêtre. Il était 7 heures du matin et les rues étaient déjà animées. Des employés en costume se dirigeaient rapidement vers la station de métro et des étudiants se rendaient à l'école avec des sacs lourds. Un conseiller royal a regardé la scène et a dit « Ces gens ont l'air d'être en mouvement depuis l'aube ». Le directeur général a expliqué que la plupart des Français commençaient à travailler avant 8 heures et que les étudiants se rendaient à l'école encore plus tôt. Vers 10 heures du matin, Sa Majesté le roi a exprimé le désir de visiter le centre-ville de Lyon. L'itinéraire initial prévoyait une visite aux Philippines, mais nous avions été informés que la réparation de l'avion prendrait 2 jours. Nous étions donc contraints de rester à Lyon. Nous avons visité le centre commercial de la Part-Dieu, au cœur du quartier éponyme. On disait que c'était l'un des monuments les plus emblématiques d'Europe. En entrant, un spectacle incroyable s'est déroulé sous nos yeux. Le plus surprenant fut la bibliothèque, centre culturel 24 heures sur 24 qui s'y trouvait. Des dizaines de milliers de livres étaient disposés sur de gigantesques étagères, au plafond très haut. Bien que situé dans un centre commercial, il était aussi majestueux qu'une ancienne bibliothèque de château européen. Des centaines de personnes lisaient tranquillement. Des étudiants aux employés de bureau, en passant par les personnes âgées, la tranche d'âge était large. Sa Majesté le roi a longuement observé la scène, les expressions concentrées des lecteurs, l'atmosphère à la fois silencieuse et énergique. C'était un spectacle qu'il n'avait jamais vu dans aucune bibliothèque de Madrid. J'ai marché entre les étagères et j'ai feuilleté les titres. La plupart étaient des livres professionnels dans les domaines de la médecine, de l'ingénierie, de la gestion et de la finance. Les livres spécialisés étaient bien plus nombreux que les romans ou les ouvrages de culture générale. Un jeune employé de bureau lisait un livre de gestion en version anglaise originale. Un jeune qui semblait être un étudiant universitaire avait un livre d'urbanisme ouvert et tapait quelque chose sur son ordinateur portable. Le guide a expliqué que la culture de la lecture en France était très développée. Le nombre moyen de lecture par an par personne était élevé. Il lisait beaucoup de livres de développement personnel et de livres professionnels en particulier. Le déjeuner a eu lieu dans un restaurant lyonnais moderne étoilé au Michelin. Le restaurant a déclaré avoir préparé un menu spécial pour la famille royale. Des plats français traditionnels réinterprétés de manière moderne ont été servis les uns après les autres. Le premier plat était une quenelle de brochet raffinée, plus délicate que tout ce que nous avions mangé en Europe. Le chef est sorti pour expliquer. Il a dit qu'il avait obtenu son diplôme d'une célèbre école de cuisine à Paris, mais qu'il avait été attiré par l'art lyonnais et s'était installé ici. Il a dit que la cuisine lyonnaise est un art d'équilibre entre la tradition et l'innovation. Pendant le repas, la scène de la rue par la fenêtre a apporté une nouvelle surprise. Bien que ce soit l'heure du déjeuner, les rues près du restaurant étaient animées. Les employés de bureau finissaient rapidement leur repas et retournaient au bureau. Les coursiers à moto se déplaçaient sans arrêt, et nous avons même vu un robot de livraison de nourriture. Un conseiller royal a demandé « Qu'est-ce que ce robot ?» Le guide a répondu « C'est un robot de livraison de repas. Il a récemment été commercialisé et on le voit partout à Lyon. Il se déplace seul sur le trottoir, reconnaît les feux de signalisation et évite les piétons. » Dans l'après-midi, nous avons visité la région de Sophia Antipolis, près de Nice, le quartier des technologies, entre les gratte-ciel, des parcs et des installations culturelles, étaient harmonieusement disposés. Les immenses bâtiments vitrés scintillaient au soleil. Les noms d'entreprises de classe mondiale étaient affichés sur chaque bâtiment. Le guide a expliqué que cette zone était le cœur technologique de la France, où les entreprises d'informatique et de télécommunications étaient regroupées.
Des entreprises comme Dassault Systèmes et Orange étaient là. Des dizaines de milliers d'ingénieurs y travaillaient. Sur la place devant un bâtiment, des jeunes étaient rassemblés pour exposer quelque chose. En nous approchant, nous avons vu qu'il s'agissait d'une exposition de robots fabriqués par des étudiants universitaires. Des robots de la taille d'une paume se déplaçaient seuls, évitaient les obstacles, reconnaissaient les visages et saluaient. Sa Majesté le Roi a demandé aux étudiants où ils avaient appris cela. Les étudiants ont répondu qu'ils avaient appris par eux-mêmes dans des clubs universitaires. Bien qu'ils aient demandé conseil aux professeurs, ils avaient majoritairement appris par des cours en ligne et des livres. Sur le chemin du retour à l'hôtel le soir, nous sommes passés par la gare de Lyon-Pardieu. C'était l'heure de pointe, et la rue était bondée de monde. Mais le plus surprenant étaient les bâtiments des classes préparatoires. Des dizaines d'écoles privées étaient affichées sur chaque bâtiment, et les étudiants entraient et sortaient sans interruption. Le guide a expliqué que l'enthousiasme pour l'éducation en France était de niveau mondial, avec des millions d'euros dépensés chaque année en frais de prépa pour les grandes écoles. Les parents étaient prêts à tout investir pour l'éducation de leurs enfants. Devant une école, j'ai vu des étudiants sortir. Il était plus de 22 heures. Des lycéens et des étudiants de première année venaient de terminer leurs études. Bien qu'ils aient l'air fatigués, ils tenaient toujours des livres et des cahiers à la main. Cette nuit-là, Sa Majesté le Roi et les conseillers royaux se sont réunis dans la suite de l'hôtel pour discuter de ce qu'ils avaient vu pendant la journée. Ils sont tous arrivés à la même conclusion. La force de cette nation vient de son éducation. Même sans ressources naturelles, si l'on développe les talents, on peut se développer à ce point. Un conseiller royal a dit « Que font les jeunes en Espagne? Nous sommes trop à l'aise. » À 2 heures du matin cette nuit-là, un cri a soudainement retenti de la chambre voisine. J'ai immédiatement accouru. Le ministre José Alvarez, l'un des conseillers royaux, était allongé sur le sol, se tenant la poitrine. Âgé de 72 ans, avec des antécédents de diabète et d'hypertension, son visage était pâle, il transpirait à froid, et sa respiration était difficile. Symptôme typique d'une crise cardiaque. J'ai immédiatement contacté la réception de l'hôtel et demandé une ambulance. Le plus stupéfiant s'est produit. Moins de 3 minutes plus tard, un membre du personnel de l'hôtel et 4 urgentistes sont arrivés dans la chambre. L'hôtel lui-même était équipé d'un matériel médical d'urgence et avait une ligne directe avec l'hôpital voisin. Les urgentistes ont agi avec une efficacité parfaite. Ils ont immédiatement branché un électrocardiographe portable et mis un masque à oxygène. Une femme qui semblait être le chef de l'équipe a sorti une tablette et l'a connectée à un endroit. Un médecin est apparu à l'écran. Il s'est présenté comme professeur au service des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, consulté à distance et examiné en temps réel les données de l'ECG. Il a dit que c'était une crise cardiaque aiguë présumée et qu'il fallait l'emmener immédiatement à l'hôpital. J'étais paniqué et j'ai dit qu'il fallait d'abord consulter le médecin royal espagnol, mais l'urgentiste a dit résolument « Il ne reste que 5 minutes dans l'heure d'or. Toute hésitation est dangereuse. » Sa Majesté le Roi a pris la décision. Il a dit « Faisons confiance à l'hôpital français. » Apparemment, les observations de la journée précédente avaient influencé son jugement. Les urgentistes ont placé le patient sur une civière et ont établi une ligne intraveineuse. Le processus entier a pris moins d'1 minute. L'ascenseur attendait déjà. Une ambulance dernier cri était garée devant l'hôtel. L'intérieur de l'ambulance ressemblait à une petite unité de soins intensifs, équipée de toutes sortes d'appareils médicaux. Les signes vitaux du patient s'affichaient en temps réel sur les moniteurs. L'équipement semblait meilleur que celui de l'ambulance de l'hôpital royal de Madrid. Dès que l'ambulance a démarré, le plus surprenant s'est produit. Tous les feux de signalisation sont passés au vert. Bien qu'il soit 2 heures du matin, il y avait encore des voitures, mais elles se sont toutes écartées. Il s'agissait apparemment d'un système de signalisation intelligent qui ajustait automatiquement les feux lorsque des véhicules d'urgence passaient. Le traitement s'est poursuivi dans l'ambulance. L'urgentiste communiquait avec l'hôpital par visioconférence, via la tablette et administrait des médicaments. Les médecins de l'hôpital donnaient des instructions et ils les exécutaient immédiatement. La pression artérielle et le pouls du patient ont commencé à se stabiliser progressivement. 5 minutes plus tard, nous sommes arrivés à l'hôpital. 8 membres du personnel médical attendaient à l'entrée. Ils ont accueilli le patient en l'appelant par son nom et ont dit que tout était prêt. Il devait être emmené immédiatement au bloc opératoire. Le professeur de cardiologie est sorti lui-même. Il s'est présenté et a dit qu'il avait fait ses études postdoctorales à l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis. Il a expliqué qu'ils avaient rassemblé l'équipe dès que l'ambulance avait démarré et avaient déjà obtenu le dossier médical du patient.
J'ai demandé comment ils avaient pu obtenir si rapidement le dossier médical espagnol. Le professeur a répondu qu'ils avaient fait une demande d'urgence à l'hôpital de Madrid via l'ambassade d'Espagne et qu'il avait été transmis en 10 minutes. Le système international d'échange d'informations médicales était parfaitement établi. Avant d'entrer dans le bloc opératoire, le professeur a expliqué qu'il s'agissait d'une occlusion coronarienne entraînant un manque d'apport sanguin au cœur. Un stent devait être inséré pour ouvrir le vaisseau sanguin. L'opération était prévue pour 1h30. Nous avons été conduits à la salle d'attente. Chose étonnante, un écran dans la salle d'attente retransmettait l'opération en temps réel. C'était apparemment le principe de la transparence médicale. Si la famille le souhaitait, elle pouvait regarder l'opération directement. Le bloc opératoire sur l'écran ressemblait à un vaisseau spatial. 6 immenses moniteurs couvraient le mur. Des bras robotisés suspendus au plafond se déplaçaient avec précision. L'infirmière a expliqué qu'il s'agissait d'un robot assisté par intelligence artificielle. Il pouvait corriger les tremblements de la main du chirurgien et améliorer la précision. 15 minutes plus tard, le vaisseau sanguin obstrué a été débouché. Le sang a recommencé à circuler normalement et le rythme cardiaque est redevenu stable. Cependant, le professeur a regardé attentivement l'écran et a dit qu'une opération supplémentaire était nécessaire. Il a expliqué qu'un autre vaisseau sanguin présentait un rétrécissement de 70%. S'il n'était pas traité maintenant, il y avait un risque de récidive dans les 6 mois. L'opération supplémentaire fut réalisée avec précision en 15 minutes. Le temps total d'opération fut d'1h40. Lorsque le patient est sorti du bloc opératoire, une chose incroyable s'est produite. Le patient, complètement rétabli, souriait. Le professeur a expliqué que l'opération avait été réalisée par le poignet, de sorte que la récupération était rapide. Il pourrait marcher 6 heures plus tard. En Espagne, une telle opération nécessitait au moins 2 jours d'hospitalisation, mais ici, il pourrait sortir 2 jours plus tard. Le coût de l'opération fut également surprenant. Environ 300 000 nouveaux francs, simulant une nouvelle monnaie, soit environ 10 000 euros. À Madrid, cela aurait coûté au moins 200 000 euros. Dans le couloir menant à la chambre, une autre surprise nous attendait. Des robots allaient et venaient dans le couloir, transportant des médicaments et du matériel médical. Des écrans sur le mur affichaient l'état de chaque patient en temps réel. C'était un système permettant au poste de soins de surveiller tous les patients d'un seul coup d'œil. La chambre de l'unité de soins intensifs était meilleure qu'une suite d'hôtels. Spacieuse et propre, un mur entier était une baie vitrée du sol au plafond, offrant une vue complète de la ligne d'horizon de Lyon. Bien qu'il y ait toutes sortes d'équipements médicaux à côté du lit, le design était moderne, ne donnant pas l'impression d'être dans un hôpital. Le plus surprenant était l'hologramme qui apparaissait au plafond. Le cœur du patient flottait en 3 dimensions. La forme du cœur battant était visible de manière éclatante en temps réel. L'intelligence artificielle surveillait l'état cardiaque 24 heures sur 24 et avertirait immédiatement l'équipe médicale en cas de signe d'anomalie. Une infirmière dédiée fut assignée. Étonnamment, elle parlait couramment l'espagnol. Elle s'est présentée comme étant originaire d'Amérique latine, venue étudier en France. Elle était diplômée de l'école d'infirmière de Lyon et travaillait ici parce que le système médical français était excellent. Elle a sorti une tablette et a montré le plan de soins du patient sur 24 heures. Le plan de médication, l'exercice de rééducation et le régime alimentaire pour chaque période étaient détaillés. Elle a même expliqué l'effet des médicaments, les effets secondaires et les méthodes d'exercice à l'aide d'animations 3D. Elle nous a également remis un petit appareil, un moniteur ECG portable. Il suffisait de le porter comme une montre pour surveiller l'état cardiaque 24 heures sur 24. Les données seraient transmises en temps réel à l'équipe médicale et même au médecin royal espagnol. Le lendemain matin, la consultation a commencé. Ce n'est pas un seul médecin qui est venu, mais plus de 10 membres du personnel médical ensemble. Les professeurs de cardiologie, d'endocrinologie, de médecine de rééducation, de nutrition et de psychiatrie étaient tous réunis. Ils ont expliqué qu'il s'agissait d'une consultation multidisciplinaire intégrée. Des spécialistes de plusieurs départements examinaient le patient ensemble. Chaque professeur a examiné le patient à tour de rôle. La méthode était unique. Ils n'utilisaient pas de stéthoscope, mais un appareil à ultrasons portable. L'état du cœur et des différents organes étaient confirmés sur place. L'image s'affichait immédiatement sur la tablette. Les professeurs regardaient et discutaient ensemble. Le professeur d'endocrinologie a montré un graphique de la glycémie du patient. Il enregistrait en détail les changements de la glycémie de la nuit dernière. Il a dit que la glycémie avait légèrement augmenté à 3 heures du matin,
mais que la pompe à insuline s'était ajustée automatiquement pour la normaliser. Un moniteur de glucose continu et une pompe à insuline étaient liés, et l'intelligence artificielle gérait la glycémie. Le professeur de médecine de rééducation a suggéré de commencer la rééducation cardiaque dès aujourd'hui. Il s'agissait d'un programme d'exercice personnalisé, utilisant un équipement de réalité virtuelle. L'avatar 3D du patient est apparu sur l'écran mural. L'avatar montrait comment faire l'exercice et expliquait la bonne posture. Le professeur de nutrition a montré quelque chose d'encore plus surprenant. Il a dit qu'ils avaient analysé les gènes du patient. Les échantillons de sang prélevés à l'arrivée aux urgences la nuit dernière avaient été analysés toute la nuit. Il a dit que le patient avait un métabolisme lent du sodium. Un menu à faible teneur en sodium personnalisé a donc été préparé. Le professeur de psychiatrie a également dit un mot. Il a dit qu'une humeur dépressive pouvait survenir après une chirurgie cardiaque et qu'un programme de conseil par intelligence artificielle serait fourni. Le patient pourrait communiquer en espagnol. Après la consultation, j'ai demandé au professeur de cardiologie si tous les patients recevaient un tel traitement. Le professeur a répondu que c'était le traitement standard dans cet hôpital, même pour les patients couverts par le système de santé publique. Lorsque le déjeuner est arrivé, j'ai été surpris à nouveau. C'était de la cuisine espagnole. Une paella et un plat de poisson préparé à faible teneur en sodium. Le goût était excellent. La diététicienne est venue elle-même expliquer. Elle a dit qu'ils avaient conçu le menu en tenant compte des résultats de l'analyse génétique du patient et de son contexte religieux et culturel. L'après-midi, nous sommes allés à la salle de rééducation. Dans un espace spacieux comme un gymnase, il y avait toutes sortes d'équipements d'exercice. Tous les équipements étaient connectés à un système de surveillance de pointe. Le rythme cardiaque et la pression artérielle des patients étaient surveillés en temps réel pendant l'exercice. Le plus surprenant était un homme âgé qui avait subi une chirurgie cardiaque il y a 3 jours et qui marchait sur un tapis roulant. La cicatrice chirurgicale sur sa poitrine était encore visible. Le physiothérapeute a expliqué que la France mettait l'accent sur la rééducation précoce. Plus tôt on bouge, plus vite on récupère. Le programme de rééducation en réalité virtuelle conçu pour le patient a également commencé. Avec un casque, une belle plage est apparue devant ses yeux. Il pouvait entendre le bruit des vagues et sentir une brise fraîche. Il a commencé à marcher lentement dans l'écran. Bien qu'il marchât sur place en réalité, il avait l'impression de se promener au bord de la mer dans le monde virtuel. Le physiothérapeute a regardé le moniteur et a expliqué que le rythme cardiaque était dans la plage appropriée et que l'intensité de l'exercice était parfaite. L'intelligence artificielle ajustait automatiquement le programme en fonction de l'état du patient. En fin d'après-midi, les résultats de l'analyse génétique de précision sont arrivés. Nous nous sommes déplacés vers la salle de conférence et un graphique génétique complet s'est déployé sur le mur. Le médecin a expliqué que le patient présentait une variation génétique spécifique, ce qui augmentait son risque de maladie cardiovasculaire par rapport à la population générale. Cependant, grâce à un programme de prévention, le risque pouvait être réduit de 70%. Nous avons également reçu une ordonnance de médicaments personnalisés. Elle avait été formulée en fonction de la composition génétique du patient. Il a dit que tant que le patient ferait un examen régulier tous les 3 mois, la récidive pourrait être évitée. Cette nuit-là, le patient a dit dans sa chambre, à Madrid, il aurait fallu attendre au moins 6 mois pour recevoir un tel traitement. Mais ici, tout a été fait en une seule journée. Le 3e jour, le patient était complètement rétabli et pouvait sortir. Les médecins eux-mêmes étaient surpris, disant que le rétablissement était beaucoup plus rapide que prévu. Le dernier examen avant la sortie a montré que tous les chiffres étaient normaux. La fonction cardiaque était même meilleure qu'avant l'opération. Nous avons été surpris à nouveau en recevant les documents de sortie. Nous avons reçu une clé USB. Elle contenait l'intégralité du processus, de l'opération à l'hospitalisation et à la rééducation. Non seulement la vidéo de l'opération, mais aussi tous les résultats des tests et les futures méthodes de gestion étaient méticuleusement organisées. Une traduction en espagnol était également fournie. Avant de quitter l'hôpital, Sa Majesté le Roi est allé voir personnellement le professeur de cardiologie pour exprimer sa gratitude. Ils ont eu une longue conversation dans le bureau du professeur. Sa Majesté le Roi a posé des questions sur le système médical français et sur la manière dont il avait pu se développer à ce point. Le professeur a répondu qu'il y a 30 ans, la médecine française était encore en phase de rattrapage, mais qu'elle était arrivée là grâce à des investissements dans l'éducation, le développement technologique et la réforme du système. Il a dit que le plus important était la philosophie centrée sur le patient. Sa Majesté le Roi a dit doucement « L'Espagne devrait aussi l'apprendre. J'aimerais étudier le système médical français. »
Nous avons décidé de visiter le centre-ville de Lyon avec le patient rétabli. Pouvoir retrouver la santé et marcher était en soi une chose à remercier. Nous avons visité le parc de la Tête d'Or, recommandé par l'hôpital. La piste cyclable le long de la rivière était magnifiquement entretenue, s'étendant sur des dizaines de kilomètres. Comme c'était le week-end, de nombreuses familles étaient sorties. Des gens étaient assis sur des couvertures de pique-nique, profitant de leur temps libre. Des gens faisaient du vélo et couraient le long de la rivière. Les gens allaient et venaient. Il était surprenant qu'il y ait encore beaucoup de monde même après 22 heures. Des femmes couraient seules, de jeunes couples se promenaient. Il n'y avait aucun signe d'anxiété même tard dans la nuit. Le guide a expliqué que les parcs étaient ouverts 24 heures sur 24 et étaient très sûrs la nuit. Il y avait des lampadaires lumineux partout et la police patrouillait fréquemment. Il a dit que cela était possible parce que le taux de criminalité en France était très faible. Les installations de commodité dans les parcs étaient également parfaites. Des toilettes propres, des fontaines à eau, des stations de location de vélos, partout. Il y avait des signes d'une attention méticuleuse pour le confort des citoyens. Nous nous sommes tenus sur le pont, regardant la vue nocturne de Lyon et les lumières des deux rives s'étendre à l'infini. La ligne d'horizon formée par les gratte-ciels, les lumières décorant les ponts et les phares des voitures en mouvement. C'était une ville pleine de vitalité. Sa Majesté le Roi a dit doucement : « J'ai entendu dire que cette nation n'a pas beaucoup de ressources. Comment ont-ils pu construire une ville comme celle-ci » Le guide a répondu : « Les gens sont la ressource. Nous sommes arrivés là grâce à l'investissement dans l'éducation et le développement technologique. Nous nous sommes déplacés vers un quartier près des Brotteaux, connu comme un quartier multiculturel. Tard dans la nuit, la rue était encore animée. Des restaurants de divers pays étaient illuminés, et des personnes de différentes ethnies se mélangeaient librement. En passant devant un restaurant espagnol, nous y sommes entrés par hasard. Le propriétaire était andalou et vivait en France depuis plus de 10 ans. Il a dit qu'il était agréable de vivre en France. C'était sûr, et les gens étaient gentils. Il a dit qu'au début, c'était étrange, mais qu'il s'était maintenant complètement adapté. Les Français ne discriminaient pas les étrangers. Ses enfants allaient à l'école française et grandissaient bien. En marchant dans la rue, nous avons également vu une mosquée et une église arménienne. Le fait qu'il y ait de tels lieux de culte était surprenant en soi. Le guide a expliqué que la France garantissait la liberté de religion et que diverses religions coexistaient. Nous sommes entrés dans un carrefour express. Bien qu'il soit 23 heures, les clients affluaient. Des étudiants, des employés de bureau, des personnes âgées. La tranche d'âge était large. Certains achetaient ce dont ils avaient besoin, d'autres payaient des factures de services publics et d'autres encore envoyaient des colis. Un petit magasin jouait de multiples rôles. L'employé à la caisse était un étudiant qui semblait avoir la vingtaine. Je lui ai demandé si travailler tard était difficile. Il a répondu qu'il gagnait de l'argent pour ses études. Il allait à l'école le jour et travaillait la nuit. Il devait gagner ses propres frais de scolarité. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Sa Majesté le Roi a dit : « Les jeunes de cette nation sont en train de construire leur propre avenir. » Il a dit que personne ne leur donnait d'ordre, mais qu'ils étudiaient et travaillaient d'eux-mêmes. De retour dans ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre. Minuit était passé, mais Lyon était toujours éveillé. Les lumières des immeubles de bureaux, les voitures qui roulaient dans la rue, les lumières vives des supérettes. C'était une ville qui ne dormait jamais. Nous avons tenu une dernière réunion avec les conseillers royaux. Nous avons résumé nos expériences des 3 jours, le service parfait à l'aéroport, le système médical qui a sauvé une vie, les rues sûres, les gens qui travaillaient dur. Tout était impressionnant. Un conseiller a dit : « Nous ne connaissions pas assez la France. Nous comprenons maintenant pourquoi le monde prête attention à cette nation. » Un autre conseiller a acquiescé. Il a dit qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre en Espagne. Sa Majesté le Roi a exprimé sa détermination. Il a dit qu'il commencerait immédiatement des réformes dès son retour à Madrid, le lendemain. Il a dit qu'il étudierait le système médical français, apprendrait leurs méthodes d'éducation et construirait une société sûre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. Les 3 derniers jours me traversaient l'esprit comme un carrousel. C'était un voyage inattendu qui avait commencé par un atterrissage d'urgence. Mais ce fut le moment qui nous a le plus enrichis. La France avait prouvé que même sans ressources naturelles abondantes et avec un territoire modeste, si l'on développait le capital humain, on pouvait construire un grand pays. L'éducation, la technologie et l'effort continu avaient créé un miracle. L'atterrissage d'urgence de ce jour-là n'était pas un malheur, mais une bénédiction. Ce fut une occasion de découvrir cette grande nation qu'est la France. Cette expérience est devenue le point de départ du changement en Espagne. Sa Majesté le Roi dit souvent qu'il espère visiter la France à nouveau un jour,
cette fois, en tant qu'invité d'État officiel, pour bien apprendre. J'attends aussi ce jour. J'aimerais revivre cette nation surprenante et voir comment elle s'est encore développée. C'est l'histoire des 3 jours que j'ai vécus. Un temps miraculeux créé par un atterrissage d'urgence. La précieuse leçon que la France nous a enseignée. Je n'oublierai jamais tout cela. C'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Que pensez-vous de l'histoire du roi d'Espagne, qui, ému par le système médical français suite à un atterrissage d'urgence, a fait l'éloge de la France à toute l'Europe, laissé des messages d'encouragement pour le protagoniste de l'histoire. Ceci est une histoire transmise par l'émotion raconte. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer et vous abonner. Merci de nous avoir suivis.